Alors dans la suite du TP, les courbes que vous avez obtenues expérimentalement, où on fait varier VDS et on trace ID en fonction de VDS, pour VGS égale 0, moins VOF sur 2, etc., elles doivent avoir ces allures-là. Et ces allures-là correspondent en fait à une théorie du transistor qui décrit ces courbes avec des grosses formules que j'ai pas mis ici, hein, parce que voilà, pour simplifier un peu. Il y a juste des formules qui permettent de connaître bien le niveau du courant quand le courant est censé être constant ici. Alors vous verrez dans votre courbe, le courant n'est pas aussi indépendant de VDS que ça doit monter légèrement plutôt que d'être complètement à plat. Voilà. Ce truc-là, ça vous dit, c'est pour ça d'ailleurs dans cette expression, le ID dépend que du VGS et dépend pas que du VDS du tout. Hein. Donc c'est plutôt simple, et quand le courant dans le drain dépend pas de VDS, et bien ça fait que votre transistor se comporte comme une source de courant. Et quand on arrive dans les VDS faibles, et surtout inférieurs à VOF, c'est-à-dire à 3,2 volts, eh bien la courbe s'arrondit. Voilà. Et contrairement à celle du transistor bipolaire qui tient le courant quasiment jusqu'à, c'était VCE, l'équivalent du VDS égale 0, voilà, le courant commence à décliner à partir de VOF, avec une courbe ici, normalement, de manière théorique, c'est une parabole inversée, ça, c'est une courbe du second degré. Et ce qui se passe quand on est dans cette zone-là, eh bien, c'est la zone où votre transistor, vous voyez, où la courbe peut être... comment dire, quand on est dans les VDS tout petits, la courbe ici peut être remplacée par sa tangente, c'est-à-dire une droite, qui dit que le courant ID est proportionnel à VDS. Et si dans cette zone-là, ID est proportionnel à VDS, ça veut dire que votre transistor, eh bien, il est équivalent à une résistance. Voilà, c'est pour ça que à l'état passant et aux faibles valeurs de VDS, on dit que le transistor est équivalent à une résistance. Et alors cette résistance, eh bien, figurez-vous qu'on peut la calculer de manière théorique. Elle est égale, alors celle-ci là, elle est égale à R1, et normalement elle vaut VOF sur 2 IDSS. C'est ce que prévoit la théorie. Voilà, qui n'est pas complètement développée ici, hein, parce qu'elle est assez complexe, on va dire. Et ensuite, ça c'est pour VGS égale 0, et si on met d'autres valeurs de VGS, bien vous voyez que la pente de la droite tangente ici change, ça veut dire que la valeur de résistance change. Et en fait, plus la pente est petite, plus la résistance sera élevée. Et même à la fin, quand la pente est toute plate, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a jamais de courant dans le transistor, et donc ça veut dire que sa résistance est infinie, puisque le courant ne passe plus dans le transistor. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que vous avez cette formule-là, qui vous dit comment la résistance entre drain et source, pour les faibles valeurs de VDS, eh bien, elle dépend de VGS ici, par cette formule-là. Vous avez VGS, voilà, on voit que si VGS est égal à 0, je mets 0 ici, ce terme-là vaut 0. Donc au dénominateur j'ai 1, et on retrouve RDS égale R1. Voilà. Et si on fait VGS égale moins VOF, eh bien, ça fait donc moins 3,2 volts. Ici, ce terme vaut moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0 au dénominateur, ça veut dire RDS qui vaut l'infini. Alors RDS qui vaut l'infini, hein, c'est pas du tout impossible, hein, comme on pourrait croire en mathématiques. Quand tu as un composant ou même je sais pas, un composant ou un dipôle à une résistance infinie, ça veut simplement dire que le courant ne peut pas passer à travers, ça veut dire que c'est devenu un isolant qui bloque le passage du courant. Voilà, ça veut simplement dire que le transistor est bloqué. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, une exploitation du transistor à effet de champ possible, c'est de constater que sur les faibles valeurs de VDS, ici, là, eh bien, le transistor peut se comporter comme une résistance dont on peut faire varier la valeur avec VGS. Et ça, on s'en sert pour faire ce qu'on appelle des atténuateurs commandés par une tension. Alors, comment ça marche? C'est ce schéma-là. Donc, on dit qu'on utilise le transistor en résistance variable. Et en fait, ça veut dire qu'entre là et là, entre drain et source, ce qu'il faut voir, là, il faut dire qu'on peut remplacer ce transistor par une résistance. Voilà, donc j'ai mis le sujet à plat pour mieux dessiner. Et donc si le transistor, là, on le voit comme une résistance variable entre drain et source, ça veut dire que le schéma équivalent de ça va être le générateur, petit e, je sais pas pourquoi il est noté petit e, mais c'est pas grave. La résistance de 1 kΩ ici. Et le transistor, je le remplace par une résistance variable. Voilà, d'ailleurs cette tension, on l'appelle V1 aussi. Et ici, on va appeler RT, c'est la résistance du transistor. Elle est variable, on peut la faire varier en faisant varier le potentiel de grille ici, c'est-à-dire en changeant la valeur du générateur qui est ici. Et du coup, on se retrouve avec une tension de sortie ici qu'on appelle V2. Et en fait, c'est quoi V2? C'est V1 passé dans ce qu'on appelle un pont diviseur de tension, sauf qu'il y a une résistance variable
Donc ça veut dire que la tension, le facteur de division de la tension V1, ben, va pouvoir varier continuellement en fonction de VGS. Voilà, ben c'est ça qu'on va étudier maintenant. Et ce qu'on va faire, petit e, ça va être une tension alternative ici, produite par le GBF, qui va être de faible amplitude, parce qu'il faut que ça travaille à des VDS assez faibles. Donc c'est écrit ici, oui, on va mettre plus ou moins 500 millivolts. Voilà, plus ou moins 0,5 volts. On va travailler à 1 kHz, mais on pourrait travailler... voilà, c'est une basse fréquence, il n'y a pas de souci. Et puis, à l'aide de l'oscilloscope, eh bien, on va relever le gain de V2 sur V1. Voilà. Le V2 sur V1, c'est-à-dire on mesure le crête à crête de V1, le crête à crête de V2, et puis le gain, c'est par quoi on multipliera le crête à crête de V1 pour obtenir le crête à crête de V2. Et ça va être un coefficient plus petit que 1, puisque avec un pont diviseur, eh ben, le V2 il est toujours plus petit que V1. Voilà. Et puis ensuite on fera ça pour VGS égale 0, VGS égale moins VOFF et moins VOFF sur 2. Voilà, alors j'ai fait le petit câblage là. Je vais vous remontrer le schéma. Voilà, donc le circuit c'est celui-là. Donc j'ai la résistance de 1 kΩ, le transistor, commandé par le VGS. Alors on va regarder ce qu'il y a dessous. La résistance de 1 kΩ elle est là. Le transistor est là. Là j'ai le condensateur de stabilité, à mon avis ça sert à rien, on l'enlève. Il va pas nous embêter. Et puis donc la tension qui est entre là et là, eh bien je la fais par le GBF qui va délivrer une tension sinusoïdale de plus ou moins 0,5 volts. Alors voilà, je vous montre un peu, on va dézoomer. Voilà, donc ça part sur ces deux fils qui partent là, et celui-là qui part là. Bon bah les masses de toute façon elles sont toutes reliées entre elles, voilà, et l'autre fil il vient là, il vient bien du GBF. Voilà. Vous voyez pas, oui, le GBF qui est là. Ouais. Ok, donc ça fait la tension V1. Donc attention, lui fait la tension V1. Et le VGS, cette fois, il va être fait par ce générateur de tension. Et là, on pourrait penser que le VGS vaut plus 1,5, mais en fait, c'est moins 1,5, parce que vous voyez, j'ai mis le 0 volt sur la borne rouge, le fil noir. Et ce fil rouge-là, bah, il va sur la grille du transistor. Et donc, il est bien un potentiel négatif par rapport à celui-là. C'est-à-dire, si lui, on dit que c'est 0 volt, bah, ici, on a, par exemple, moins 1,5 volts. Voilà, le fil, il part, il court. En fait, il va là. Ensuite, c'est le fil rouge. Et le fil rouge, il va sur la grille. Que vous voyez pas. Voilà. Le fil rouge va sur la grille. Voilà, bah, une fois que c'est câblé comme ça, alors il faut mettre, je pense, on branche l'oscilloscope. Donc je vais brancher les deux fils de l'oscilloscope pour déjà mesurer la tension qui sort du GBF. Vous voyez, j'ai ces deux fils là. Voilà. Et ça, bah, je vais les brancher sur le GBF. Alors, ce que je fais, en général, j'ai mes masses communes, bah, je mets, voilà, j'empile les masses. Et la tension GBF, bah, je pourrais la prendre là. Ou je sais qu'elle arrive par le fil marron qui est là, bah, voilà, je la prends. Bah, j'ai déjà ça, on va regarder ce que ça donne, parce qu'il y a déjà des petits réglages à faire. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce truc-là? Bon, c'est pas bon. Le 0 est ici. Bon, la trace est instable aussi, mais je triche sur la voie bleue. Bon, déjà, on va faire du trig menu. Voilà, trig menu ici. Et ensuite, je vais sur l'écran et je vais choisir de triguer sur CH1. CH1, la petite flèche de trig, elle est là-bas en haut. Je vais me la descendre dans le signal. Voilà. Et mon signal n'est pas centré sur 0. Normalement, il doit faire plus 0,5 et moins 0,5 volts. Mais ça, c'est parce que le GBF n'est pas bien réglé. Donc le GBF, qu'est-ce qui lui manque pour être bien réglé? Bah, il y a une tension d'offset. C'est pour ça qu'elle n'est pas sur le 0 volt. Donc je vais descendre l'offset à 0. Si l'engin veut bien éclairer son bouton d'offset, voilà. Donc l'offset qui est ici, je le descends, et on va mettre 0 volt. Alors 0. Voilà. Donc sur l'oscilloscope, cette fois, ma sinusoïde jaune est bien centrée sur 0. Je vais la resynchroniser comme ça. Je l'agrandis, je zoome sur le temps. Voilà, bon là je la vois bien, il n'y a pas de problème, c'est la sinusoïde d'entrée. Elle est encore un peu grande puisque l'amplitude, ici elle est réglée à 1,6 volts crête à crête, et en fait je veux que 1 volt. Je veux plus ou moins 0,5, entre moins 0,5 et plus 0,5 volts, donc il me faut 1 volt crête à crête. Voilà, et cette fois mon signal d'entrée, il est bien conforme. Voilà, il y a 200 millivolts par carreau, de 200, 400, 500 millivolts, avec moins 500 millivolts, c'est parfait.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je connecte sur la deuxième voie de l'oscilloscope, la voie bleue qui est allumée là. Voilà, donc ça va être ce fil-là. Ici, voilà. Eh bien ça, il faut que j'y branche sur V2. Donc V2, bah, c'est ce qui est ici entre la résistance de 1000 ohms et le transistor, c'est là. Voilà, donc je vais me brancher là, mais je vais me prendre un fil, hein, c'est-à-dire que, voilà, je vais prendre ce fil-là, je vais vous montrer. Voilà. Je vais prendre le verre jaune là, je vais le mettre au contact de la résistance et du transistor, et ensuite je branche ici dans le verre jaune. Voilà. Et donc sur l'oscilloscope, sur la voie 2, j'ai la fameuse tension V2. Voilà, V2. Alors V2, bah, je vais mettre la même échelle que sur V1, comme ça elles seront directement comparables, c'est pas plus mal. Voilà. Donc là j'ai 200 mV pour les deux, on voit que V2 est plus petite que V1, bah, c'est pas une surprise, hein, puisqu'on avait dit que ça, globalement c'est un pont diviseur, et qui doit donc atténuer la tension. Voilà. Alors qu'est-ce qui doit se passer sur ce pont diviseur? Eh bien si le transistor est très conducteur, ils doivent même atténuer plus fortement la tension que ça. Alors je vais vous montrer là, voilà, je vais peut-être essayer de montrer tout en même temps. Non, j'y arriverai pas. Voilà, donc moi ce que je vais faire, là, je vais bouger cette tension là, je vous dirai les valeurs que je mets, puis on va regarder un peu ce qui se passe à l'écran quand je fais bouger comme ça. Donc là je vais bouger, voilà. Et je vous montre ce qui se passe à l'oscilloscope quand je fais bouger. Et on voit que l'amplitude de la sinusoïde bleue, eh bien elle varie. Parce que le pont diviseur a un gain variable. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va relever des valeurs. Hein. Voilà. Donc il faut relever pour différentes valeurs. Alors pour moins VOFF. Donc on va mettre moins VOFF. Moins VOFF, c'est moins 3,2 volts. Donc je vais régler en bas 3,2. Voilà, à 3,2 volts, eh bien qu'est-ce qu'on constate? On constate que la courbe bleue, je vais vous la remonter pour vous montrer, mais elle est vraiment derrière la courbe jaune, ça veut dire que le V2 est égal au V1. Et ça, c'est pas une surprise, parce que dans ce cas-là, enfin vous ferez les calculs, mais c'est prévu, hein, mais le transistor a une résistance infinie, donc il court-circuite pas à la sortie, c'est comme si RT n'existait pas. Et donc le V2 est égal au V1, tout simplement. Alors ensuite, je vais rendre le transistor un peu plus conducteur. Pour le rendre plus conducteur, bah, si je veux le rendre un peu conducteur, on va faire le point pour VGS égale moins VOFF sur 2. Allez, si je veux être un peu précis, je vais peut-être mettre le voltmètre quand même pour bien mesurer le VGS. Alors je vous montre ça. Voilà, un peu de recul. Voilà, c'est juste pour mesurer. Donc là, j'ai relié la masse. Le plus, je le mets sur le VGS qui est là, qui doit être négatif normalement. Si j'allume, bah lui s'éteint, je l'allume. Donc il doit être à moins 3,2. Voilà, il était à moins 3,26. Bon, voilà, c'est ça. À la limite, je vais le mettre à côté de l'oscillo, comme ça, ça va être super bien. Vous pourrez voir les deux en même temps. Je n'ai pas pensé à faire ça. Voilà, c'est génial, vous avez tout en même temps. On va zoomer quand même. Voilà. Bon, je crois que vous voyez pas mal. Alors, je suis à moins 3,2, ben, je vais aller à moins 1,6, c'est-à-dire à VOFF sur 2. Comme ça, voilà. Alors, c'est assez chatouilleux, mais voilà, je descends, la tension. Alors, je vais essayer de le faire un peu précisément, mais ça va peut-être pas être facile. Oui. Donc, dans les tensions faibles, à la lime, c'est toujours pénible. Oh là, je suis très bien. Oh là. Moins 1,6 volts, exactement. Vous voyez que la bleue, là, elle est plus petite que la jaune. Donc cette fois, le gain, enfin le gain est plus petit que 1, la sinusoïde de sortie est atténuée par rapport à celle d'entrée. Je vais changer le calibre, c'est pas grave, hein, pour voir. Bah là, elle se superpose, mais c'est un hasard parce que c'est pas du tout la même échelle. Et pour avoir le gain, eh bien, je vais déclencher des mesures. Alors les mesures, ça se fait ici. Bouton mesure. Voilà, crête à crête sur CH1, c'est déjà configuré. Et crête à crête sur CH2, c'est déjà configuré. Voilà, ben par quel coefficient? Il faut multiplier les 992 millivolts d'entrée, normalement ça devrait être 1 volt même exactement, bon, pour passer à 254 millivolts de crête à crête en sortie. Donc voilà, la louche, je peux y répondre directement, puisque pour passer de 1 à 0,25, le calcul peut se faire de tête très facilement. Je crois qu'il suffit de diviser par 4. Voilà.
Donc voilà, on a quelque chose qui divise par 4. Et puis maintenant, on va passer le VGS à 0. Alors pour passer le VGS à 0, qu'est-ce que je fais? Je vais pas m'embêter à régler, parce que j'y arriverai pas bien. Je vais carrément prendre voilà la borne qui faisait le VGS, et je la colle sur le 0. Ici. Cette fois, le multimètre me dit que le VGS, ici, il vaut 0. Et si je calculais le gain, alors la sinusite bleue qui était comme ça, elle est devenue plus petite, hein, donc le gain a encore baissé. Et il n'est plus que, il faut le calculer, mais quand on passe donc de 990 millivolts à, enfin 980, à 140 millivolts. Voilà, donc là on divise quasiment par 6 et quelques, 6,5. Voilà. Donc vous avez tout, vous voyez comment fonctionne ce transistor en résistance variable, et ça permet de faire des atténuateurs commandés en tension. Voilà, ça peut être pratique, ces choses-là, pour faire ce qu'on appelle des contrôles automatiques de gain. Voilà. C'est des systèmes qui permettent voilà, on appelle ça aussi, en audio, c'est ce qu'on appelle des compresseurs, ces trucs-là. En fait, vous avez ça même dans l'appareil photo, là j'utilise pour filmer. Selon que je parle très près de l'appareil photo ou qu'il y a de la musique très forte ou pas forte, l'appareil photo, lui, il enregistre toujours à peu près avec le même niveau. C'est parce que dans ses circuits, il a un contrôle automatique de gain. Si les sons sont très forts, eh bien lui, il diminue le gain de son amplificateur de micro pour que le signal en sortie ne soit pas trop fort et ne sature pas la sortie de l'ampli. Voilà. Nos oreilles fonctionnent un peu comme ça aussi, hein. Quand il y a des bruits très très faibles, elles sont très ouvertes pour bien capter tous les signaux. Et puis quand le son est fort, elles ont tendance à se fermer, à se mettre en protection, et pour être moins sensibles voilà, au son, et pour qu'elles se fassent pas détruire. Hein. De toute façon, l'oreille est capable de percevoir des sons qui vont dans des rapports de 1 à 1 million. Donc s'il n'y avait pas un contrôle automatique de gain dans les oreilles, qui n'est pas électronique, hein, eh bien soit on pourrait pas entendre les sons faibles, soit si on entendait les sons faibles, eh bien avec les sons forts on se ferait détruire les oreilles. Voilà un peu. Allez, on va attaquer la dernière partie de ce TP qui consiste à réaliser cette fois un amplificateur, c'est-à-dire que on va brancher le transistor donc en amplificateur comme ça, avec ce circuit-là. Alors ça va ressembler au montage à transistor bipolaire, hein, qu'on a déjà vu. Donc l'idée c'est d'avoir une ondulation qu'on transmet sur la grille via un condensateur. La grille ici est polarisée, enfin émet un potentiel qui va être nul du fait de cette résistance. Hein. Voilà, puisque le courant de grille vaut 0 à peu près, hein, c'est ce qu'on a vu. Donc il n'y aura pas de courant, continu dans cette résistance. Donc la tension moyenne à ces bornes ou au repos, comment dire, en absence de signal d'entrée, la tension sera nulle, le courant sera nul dans cette résistance. Parce que le courant sera nul dans cette résistance, pardon. Voilà, donc on va partir avec une tension de grille qui sera nulle, et puis on va appliquer cette tension sur ce circuit-là. Voilà, qui est prévu, vous avez prévu de l'étudier théoriquement dans les questions posées dans le sujet. Et nous, on va mettre en pratique, et en gros, hein, ça va ressembler au transistor bipolaire. Hein. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit parallèle entre ce circuit-là et le même circuit avec transistor bipolaire et résistance à l'émetteur. Ben là, c'est résistance à la source. Voilà. Et en gros, quand il y a une ondulation ici, ça va créer des ondulations un peu partout. Tous les potentiels et les courants vont varier autour de leur point de repos, ce qu'on appelle leur point de repos. Et notamment, le potentiel va varier ici, et la variation sera transmise via un condensateur sur une éventuelle résistance de charge. Voilà, ici, ça sera la résistance d'entrée de l'oscilloscope qui vaut 1 million d'ohms, en fait. Voilà, donc on verra, on essaiera de regarder le signal là, le signal là, le signal là, le signal là. On pourra même regarder celui-là et voir un peu tous ces signaux et comprendre un peu mieux. Voilà, on verra que pour augmenter le gain, on peut mettre un condensateur ici dit de découplage, et ça augmente le gain, et on verra dans quelle proportion. Voilà. Bon, je vais faire le circuit, et puis je refilme juste après.